Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode habituel de Shingeki no Kyojin, l'épisode de la semaine. Alors je pensais qu'il n'y allait pas avoir d'épisode, parce qu'on a eu une annonce comme quoi il y avait un épisode qui était repoussé d'une semaine, etc. C'est pas celui-ci, donc déjà ça veut dire que c'est bien, ça nous fait plaisir. Ça permet de sortir la review, d'autant plus que Kimetsu no Yaiba a terminé sa deuxième saison. Donc vous aurez une vidéo évidemment sur Demon Slayer, mais ça nous permet de sortir plus tôt Shingeki. C'est ça, et du coup ça fait plaisir. Et déjà, abonnez-vous. Voilà, si vous venez d'arriver sur cette review, bienvenue chez Léo et Max, c'est les deux gars. Le concept de ces reviews, c'est simple, c'est d'essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre toutes les entrelignes et toutes les choses qu'on a pu découvrir dans cet épisode, et on décompose ça de manière logique. L'histoire dans un premier temps, bande-son, animation, changement, s'il y en a avec le manga, et puis une petite conclusion générale sur notre avis, notre ressenti de l'épisode. Je te propose qu'on y aille. C'est parti pour l'histoire du coup. On commence avec le chapitre 125, puisque cet épisode couvre l'entièreté du chapitre 125. On se posait la question par rapport à des événements qui avaient été skippés. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, est-ce que ça va être adapté ou pas. Il y a des supputations, comme quoi ça pourrait être recoupé avec un autre moment flashback qu'on verra un peu plus tard. Là, l'épisode commence immédiatement avec un personnage que vous avez peut-être oublié, on l'a pas vu je pense, depuis au moins début saison 3, au moins la saison 2 sûre. C'est Itch, qui est la camarade de chambre d'Annie en fait, dans les brigades spéciales. Et vous l'avez déjà peut-être pas reconnue parce que ça fait longtemps, mais aussi parce qu'elle a pas mal changé. Déjà il y a eu une ellipse, vous le savez, elle a changé physiquement, mais on a changé aussi de studio d'animation. Avant c'était WIT Studio, maintenant c'est MAPPA, donc ça aide pas nécessairement à recouvrer le personnage. Mais c'est la camarade de chambre d'Annie, du coup dans les brigades spéciales. Celle qui partageait son quotidien et qui, on l'apprend dans l'épisode, ou en tout cas on le réapprend, c'est elle qui lui parlait alors qu'elle était encore cristallisée, si je puis dire. Et en plus de ça, c'était la fille dont était épris Marlowe. Vous vous souvenez certainement de ce gars-là avec la coupe au bol, qui est mort malheureusement sur le champ de bataille contre le titan bestial, en même temps que le dernier assaut d'Erwin, saison 3. Je m'en rappelais plus de Marlowe, heureusement que tu me le dis. Mais normalement c'est le nom d'un chat ça, le chat Marlowe, c'est... Non, bon, allez, donc du coup, blague à part, effectivement, tu notes un truc intéressant, déjà c'est l'apparence. Alors on pourrait y revenir dans l'animation, mais effectivement les deux studios, même les traits d'Annie, qui a un nez un peu plus pointu, etc., là c'est un chouïa moins prononcé. Ouais, elle est un petit peu différente, bon on la reconnaît, mais... Bon, est-ce que c'est perturbant ou pas, ça dépend les moments. Il y a des moments on la reconnaît bien, il y a des moments où... Pour le coup, Annie, c'est comme dans le manga. Pas te mentir, dans le manga, son réveil aussi, son physique avait pas mal changé. C'était perturbant, donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et puis, dès le début d'épisode, du coup, Itch, en fait, nous permet de faire le lien avec Annie, mais également avec l'opposition qui règne au sein des habitants de l'île du paradis, puisque on a... cette opposition entre des gens qui sont là à se dire putain, Eren, ce qu'il fait, regarde, il y a des victimes partout, il y a des gens, ils sont morts, elle a perdu sa fille et tout, elle était ensevelie sous les décombres, c'est terrible. Et des gens qui sont un peu plus extrémistes, qui sont en mode ouais, on s'en fout. De toute façon, faut faire des sacrifices, Eren il a raison, ça va nous ramener la grandeur d'Eldia, etc. Donc des gens qui pensent un peu plus comme Frock finalement. Et comme cette opposition est dépeinte dans l'animé, elle est dépeinte également dans le manga, et on la retrouve également dans les débats publics, lorsqu'il y a des avis, des prises de position, que ce soit politique ou autre, et on la retrouve également dans nos commentaires, faut savoir. Il y a exactement les mêmes. Il y a les mêmes, il y a les pro-Jäger, il y a les gars qui font... Donc ça se retrouve partout, et c'est montré, mis en évidence encore une fois par Isayama là. Et j'ai trouvé ça super intelligent, et d'autant plus la réaction de Itch qui dit va pas falloir qu'on tarde, va pas falloir qu'on fasse des conneries, parce qu'il va y avoir même, alors que le monde est sur le point d'être éradiqué, je rappelle, il va y avoir encore des distensions et des combats fratricides entre les Eldiens eux-mêmes. Ouais, mais c'est là où c'est fort de la part d'Isayama, parce que il arrive à dépeindre un scénar tellement profond, complexe, qui n'a pas de bon ni de mauvais. C'est vraiment un reflet très prononcé et presque parfait de ce que ce serait dans la vraie vie, que justement on arrive à y ressentir
ces oppositions, ces prises de position, comme tu l'as dit, un coup de bas plutôt côté gauche, moi je suis plutôt côté droit, moi je comprends ça, moi c'est quand même ouf parce que ça paraît rien, mais que tu le ressentes au sein d'une œuvre, c'est normal, c'est intrinsèque à l'œuvre, mais que toi, viewer ou lecteur, tu te poses ces mêmes questions parce que tu es tellement dans ton œuvre que tu en es à te dire putain, je ferais quoi moi? Je suis pro-Jaeger, je suis pas pro-Jaeger, je suis pacifiste ou. C'est que c'est super bien fait. Parce que sinon tu dirais ouais bon, ça c'est pas logique, ça c'est pas logique. Bon, ouais, écoute, partant de ça, il m'a un peu perdu, tu vois. Là non, en fait. Là jusque là, on est 23e épisode, t'es encore en train de te dire mais c'est quoi la bonne position en fait. Et ma conclusion pour le moment, hein, c'est qu'il y en a pas. Hein. Il y a pas. Ça dépend où tu veux voir midi à ta porte, et c'est là où du coup tout l'égoïsme entre guillemets de l'homme ressort, puisque chacun, ouais c'est ça, chacun voit midi à sa porte, et très compliqué du coup de se mettre d'accord sur tout ça. Donc ouais, c'est bien foutu, et du coup ça fait un lien parfait parce que très rapidement on a Annie qui commence à nous raconter tout, et ça j'ai bien kiffé parce que on se dit, mais ouais, elle avait forcément un passé, elle avait des choses à nous raconter. Et là, pendant presque toute la moitié, première moitié, à peu de choses près, à part toute l'intro qu'on vient d'expliquer, Annie nous raconte. Elle nous raconte son passé, elle nous raconte comment elle a été adoptée. On apprend du coup que ce fameux Eldien à moustache qui est du côté d'Aemar, c'est son père adoptif, qui l'a élevé. Il a pas de moustache, hein, son père. Enfin, moustache, chapeau, je parle de moustache. Pourquoi j'ai dit moustache, je sais pas, mais son béret là. On apprend du coup qu'il l'a élevé à la dure, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, pour, à la base, soi-disant, faire en sorte qu'elle devienne un soldat Mar et ça faciliterait du coup son propre quotidien d'Eldien. S'il y a un Mar soldat de son côté, bon, ça lui facilite un peu la vie, mais on voit très vite que c'est un peu plus compliqué que ça, les sentiments sont un peu plus compliqués que ça. Et donc c'est bien, parce qu'on a l'aspect sentimental et histoire de la famille du coup d'Annie, mais on a aussi d'un autre côté son évolution qui en fait est un peu comment dirais-je, j'ai trouvé qu'en fait il y avait un parallèle un petit peu entre ce qu'Eren a vécu et fini de choisir et ce qu'Annie a vécu. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. On dresse ici un tableau intéressant avec un parallèle entre l'évolution d'Annie et celle d'Eren. C'est-à-dire que lui, en fait, il a renié son humanité pour protéger ses proches, ce qu'on voit là dans cette saison. Hein. Et elle, qui avait renié la sienne au début, en fait, tout simplement hein, du fait de son conditionnement, son endoctrinement, etc. Finalement, elle la retrouve ici avec la volonté de retrouver aussi son père qu'elle aime, en fait, finalement, et de vouloir le protéger. Et en fait, ça crée une opposition perpétuelle entre Annie et Eren, c'est-à-dire qu'ils étaient opposés dans les saisons précédentes, malgré le fait que ça se finissait, tu vois, se cristalliser, mais ça se finissait sur on peut peut-être se comprendre, on peut peut-être être du même côté, et finalement en fait l'amour d'Annie pour son père là maintenant va forcément la faire vouloir le protéger absolument, sauf que lui d'après ce qu'a dit Eren, a priori il va être victime du grand terrassement, hein, parce qu'ils veulent piétiner Mar hein, déjà, donc il y a une opposition qui est teasée. Est-ce qu'elle va se produire? Est-ce qu'elle va être perpétuelle? Je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un truc. À ce moment-là, tu te dis comment envisager à ce moment-là qu'Annie puisse prendre position et surtout du côté d'Eren. Ça semble compliqué. Eren est parti avec ses titans, il va aller piétiner son père. Elle ne peut qu'avoir envie de s'opposer à Eren pour lui dire d'arrêter ses conneries pour sauver son père. Ouais. C'est compliqué. À ce moment-là, sauf si le grand terrassement en fait c'est du bluff et qu'il s'arrête à peine il met les pieds dans l'eau, hein, parce que on rappelle que c'est un océan quand même qui entoure l'île du paradis. Sinon non, ça me paraît très compliqué qu'elle aille pas tenter de protéger son père, quoi. Voilà, du coup ça c'est une grosse affaire à suivre. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que on a d'un côté tu vois tout ce qui se passe chez les Eldiens, donc tu l'as dépeint tout à l'heure, où il y a des points de vue qui sont totalement différents au sein d'Eldiens, qui sont pourtant le peuple qui est censé être protégé par Eren Yeager suite à la vision qu'il a envoyée à tous les Eldiens. Mais il l'a envoyé aussi aux Eldiens d'Aemar, c'est ce qu'on avait vu à un moment donné, et eux ils essayent de dire aux Mar,
vous allez tous péter en même temps que nous, ils arrivent. C'est là que Et tu vois. ils y croient pas. Bah, c'est horrible. C'est là que tu vois encore une fois les effets de cette ségrégation. Il part que les Eldiens, finalement, comme les Juifs étaient parqués pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, les homosexuels, les communistes, les résistants, tout ce que tu veux, les tziganes et tout ça. Et finalement, comme ils sont parqués comme des animaux, les Mars, eux, n'ont pas eu cette vision, donc ils ne peuvent pas les croire. Pour eux, c'est un acte de rébellion envers eux. Ils ne les croient pas. Et alors même que aux quatre coins du monde où il y a des camps, tous les Eldiens disent forcément la même chose, puisqu'ils ont tous vu la vision avec Eren qui leur parlait. Ouais. Et ça se termine sur un coup de feu. Et tu te demandes ce qui s'est passé, là tu te dis putain merde. Ouais, j'espère que son père n'est pas mort. Ça serait con, là, ça serait compliqué à le retrouver en bon état. Quoi. Ouais, c'est encore un épisode de toute façon qui s'arrête pas, parce que entre tout ce qu'on apprend d'Annie, là on apprend son père peut-être qui est mort, tu dis oh putain, et puis ça on s'enchaîne, parce qu'après on a Sadis là qui entend le coup de feu justement au même titre que les jeunes qui disent ouais monsieur, chef monsieur et tout, ouais ça y est ça devient vénère et tout, faut qu'on vous protège parce que là si on vous voit c'est la même, je veux dire vous allez vous prendre une balle et tout, il y a un moment donné. C'est grave bien fait d'ailleurs. Parce que le coup de feu, on verra plus tard que c'est certainement le coup de feu de Frock. C'est vrai qu'il a tiré dans les mains d'un subalterne de Yelena. Ouais. Donc le truc est habile. Hein. Et puis Sadis, tu vois, on pourrait se dire, bon, à un moment donné, il va y avoir une tension quand même avec les gars qui sont révoltés contre lui et qui l'ont passé à tabac, tu vois. Même s'il les a sauvés. Pas du tout, en fait. Jusqu'au bout, le gars est dans un esprit de sacrifice. Hein. Il va même jusqu'à dire, non, moi je vais pas fuir. Vous, par contre, on sent qu'il veut les protéger. Intégrer les Pro-Jäger. Il faut que vous soumettiez pour survivre. Pour survivre. C'est incroyable en fait le sens du sacrifice de ce gars. C'est un truc de ouf parce que... Mais il a raison. Enfin, je trouve qu'à ce moment-là de l'histoire, quand t'as des titans qui sont en train de déambuler au nombre... je sais pas, je sais pas compter, mais des dizaines et des dizaines, voire des centaines, je sais pas. Il y a un moment donné... Tu te dis, c'est compliqué quand tu as autant de titans colossaux, que tu as Eren qui est à la tête de ça et que tu as des Pro-Jäger, d'essayer là, à l'instant T, sans solution, où tout est divisé en fait. T'as pas le temps de te poser, de commencer à mettre un plan sur la table, oui, donc on va faire ça, machin. Non, les relations sont explosées, ton ennemi devient ton ami, enfin bref, tu vois que tout est chamboulé. Sa réflexion est intelligente. Faites profil bas, intégrez les Pro-Jäger. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Un jour, vous allez devoir vous réveiller, mais faites profil bas. Tu te dis, bah oui, faites profil bas. En même temps, t'as raison à ce moment-là de faire ce qu'il faut pour survivre. Parce que si t'es mort, tu vas pas servir à grand-chose. Donc bon. Ouais, mais après, je sais pas. Parce que ce qu'il dit, faire profil bas, c'est bien, mais jusqu'à quand ? Et puis aussi, il faut pas oublier un truc, faire profil bas, c'est aussi peut-être ce que les collabos faisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, finalement. Et donc est-ce que c'est bien de faire profil bas ? Est-ce qu'il ne faut pas se révolter contre les injustices ? C'est très compliqué. Et tu te dis aussi qu'il va vers la mort, qui ça dit ça. Parce qu'il dit ça, il veut pas s'enfuir. Bah, qu'est-ce qui va lui arriver ? Parce que lui, il est vu comme un opposant, il est vu comme l'ancienne génération, l'ancien régime, tu vois. Et tous les grands cadres du régime là, du paradis, ils sont morts. Soit tués par les Pro-Jäger, soit arrêtés, soit transformés en titans. Ah, c'est compliqué, hein. Et c'est compliqué pour tout le monde, hein, puisque t'as Armin. On se demandait ce qu'il allait faire. On s'est dit, bon, il a parlé d'Annie, il va aller voir Annie ou quoi. Et bah, grosse surprise, non. Sa décision, en fait, parce qu'ils sont quand même loin. Hein. Lui, il est à Shinganshina. T'as Annie qui s'est réveillée au district de Trost et conduit par Hitch. Donc ça fait quand même une petite trotte, sans faire de jeu de mots. Et du coup, lui, il part directement récupérer Falco. Parce que pour lui, c'est une clé très importante. Déjà pour gagner la confiance de Gabi, pour pouvoir mettre la main sur le Charrette et sur Reiner, au moins les retrouver, tu vois, même si c'est pas pour batailler contre eux, au moins les retrouver. Et Falco, il a quand même le titan mâchoire, tu vois, tu peux pas perdre le titan mâchoire comme ça. Bah c'est ça, parce que son focus à lui, Armin, à ce moment-là, il veut essayer de protéger le plus de monde possible. Tu l'as dit, convaincre Gabi, mais aussi éviter le conflit qui se répète depuis 2000 ans, à savoir la question des possesseurs et des successions des 9 primordiaux. Ouais. Il se dit, les personnes qui auront, là, à l'heure actuelle, cette transmission des primordiaux,
joueront un rôle en fonction de leur état d'esprit. On l'a vu de toute façon, début d'épisode, tu l'as dit, en fonction de ton état d'esprit. Est-ce que t'es belliqueux? Est-ce que t'es extrémiste d'un côté, d'un autre, etc. machin? Forcément, l'usage de ton titan sera différent. Donc lui, ce qu'il veut, c'est de faire en sorte d'éviter que tout se répète. Si c'est pour faire tout ce brin, pour que finalement ce soit n'importe qui chope les titans primordiaux et que tout se répète encore une nouvelle fois, il a raison. Bah, ça sert à rien. De mettre les priorités là où elles sont. Bah ouais, en plus, il dit un truc important, c'est qu'il va rester que l'île du paradis, si c'est comme ça, hein, si c'est comme le plan d'Eren. Qu'est-ce qui va se passer? Bah les titans primordiaux, ils sont où? Ils sont sur l'île du paradis. Et il y a 2000 ans, la Grande Guerre, c'était quoi? C'était une opposition entre les titans primordiaux. Donc il y avait des titans du côté de Mar, il y avait des titans du côté d'Eldia, en fait. Hein. Donc là, c'est ce qui risque d'arriver, en fait. Ça va être encore une fois scindé, c'est tout comme tout ce qu'on a eu dans les saisons précédentes de Shingeki. Si jamais on a des titans pro Jaeger, des titans pro Mar, des titans pro Eldia qui veut pas, qui voudraient la paix entre tous les Eldiens, etc. Ça va être une bataille. Alors, tu vois, la préoccupation n'est pas que la fin du monde, il y a une préoccupation même au sein des Eldiens qui se déchire. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas d'endroit où ça va bien, en fait, là, en ce moment. C'est un carnage. Et Mikasa, pareil, tu vois, bon, elle me saoule un peu, là, je vais pas te cacher. Ouais. Le fait que, tu vois, Armin, tu sens que toutes ces décisions qui pèsent sur ses épaules, sans arrêt en train de lui poser des questions. Et on fait quoi pour ça? Et puis pour ça, on fait quoi? Et puis pour Eren, on fait quoi? Machin. Quand tu lui dis, vas-y, pense par toi-même. Le gars, il a 50 000 décisions à prendre dans sa tête. Elle lui casse la tête. Et Eren, on fait quoi? À ce moment-là, même moi, en fait, je me suis dit, Mikasa, tu casses les couilles avec Eren. C'est pas là, on sait que c'est un problème. Mais il est parti avec 50 000 titans. Là, il faut gérer des dos urgents. Armin, il essaye d'avoir la tête sur les épaules pour essayer de faire ce qu'il peut. Il a beau, il peut pas faire de miracle. Il essaye de penser plus loin. Et elle est là, toujours comme ça, les yeux bêta, endoctrinée par son Eren. Dépendante. En fait, elle m'a fatigué. Là, le peu, on n'a pas vu beaucoup, mais je me suis dit, putain, Mikasa, réveille-toi, meuf. J'avais envie de lui mettre une claque en mode, réveille-toi, meuf. À un moment donné, il n'y a pas qu'Eren dans la vie. Ok, c'est ton pote. D'accord, j'ai compris. Mais du coup, ma question, c'est, je me suis dit, est-ce qu'elle n'est pas vraiment... Est-ce que cette histoire des Ackerman qui ne sont nés que pour suivre... merde, je cherche... Le roi. Le roi, est-ce que c'est pas vrai? Parce que en être à ce degré... pas de bêtises, mais de non-réflexion. En fait, elle est amorphe, la meuf. Elle est comme ça. Elle regarde dans le vide. Eren. T'as envie de dire, il y a une obsession. Il y a un truc, c'est pas normal. Ah oui, elle est amoureuse. Hein. Ouais, oui, c'est pas caché depuis les saisons, au moins la saison 1, je pense qu'on le sait. Ça. L'amour rend aveugle, ça, là, on le voit. Là, ça rend même bête, en fait. Et du coup, elle m'a un petit peu agacé, en fait, sur ça, parce que tout le monde joue sa vie, tout le monde essaie de trouver des solutions, tout le monde fait ce qu'il peut, même à un moment donné, on va y revenir là juste après avec Froc et tout, où on voit Jean, il est en PLS sa mère dans le fond, c'est super bien fait, tu vois plein de titans qui déambulent, comme ça, comme si c'était la braderie, mais c'est des titans. Tu te rends compte dans quel monde on est, ouais, t'es colossaux, hein. Donc tu te rends compte dans quel monde on est. La meuf, elle fait, Eren. En fait, je trouve, t'as envie de lui mettre une claque, t'as envie de dire, vas-y, reste, vas-y, prends un coussin, et pense à Eren aussi, c'est bon. En fait, c'est... Donc voilà, c'est mon ressenti. Hein. J'ai eu le même quand je lisais le manga à l'époque, parce que j'ai lu le manga, il découvre avec l'animé, donc on a deux ressentis différents, tu vois, logiquement, hein, et ça permet, lui, d'avoir ses théories et tout ça. Mais je t'avoue que j'ai eu exactement le même quand j'ai découvert ça en manga. Je me suis dit, putain, casse la tête. Il y a des priorités un peu plus importantes. Et on peut même se poser la question et remettre en question la décision d'Armin, tu vois. Pourquoi c'est ça ta priorité alors que le monde va être ravagé? Mais on le comprend en fait à travers son explication. Il est chamboulé, il a ça à penser. Et il se trouve pas à la hauteur, mais il met les trucs dans l'ordre pour essayer de recouper. Il se dit, si je récupère Falco, je récupère Gabi. Si je récupère Gabi, je récupère Reiner et Titan Charrette. Si je récupère tout ça, j'ai plein de primordiaux. Peut-être que ça peut aider dans la décision pour essayer de parler à Eren, de l'arrêter, de tenter un truc. D'autant plus que si j'ai pas Gabi, je peux pas récupérer Reiner et Charrette. Donc avec moi, en tant que colossal, ça fait 4 titans primordiaux. Ouais. N'oublions pas qu'Armin, c'est le colossal aussi. Hein.
Et ouais, c'est ça, donc ça fait 4 avec lui-même. Ouais. Annie, il sait pas à ce moment-là, parce qu'il dit, ouais, Annie, je sais pas, j'en verra, etc. Machin, mais peut-être qu'au fond de lui, il se dit, peut-être qu'il a moyen de faire un truc avec Annie, donc peut-être d'en avoir un 5e avec le titan féminin. Peut-être, je sais pas. Donc effectivement, il essaye de faire des trucs. Et en face, on a l'extrême opposé. On a quelqu'un qui est totalement hagard, qui réfléchit pas, et du coup, forcément, ça ne peut faire que naître de la frustration et de l'agacement. Je te propose du coup qu'on passe à autre chose que l'agacement de Mikasa. Un truc que j'ai trouvé vraiment fort en émotion, c'est cette réconciliation forte entre Kaya et Gabi, qui lui dit même son nom. On sait d'où ils viennent, et là, ils se serrent dans les bras. Famille de Sacha, le revoir entre Gabi, on sait ce que Gabi a fait à cette famille. Et tu te dis, cette famille, non, pas directement, mais in fine, ouais, en tuant Sacha finalement. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il en reste de cet au revoir, en fait, c'est que tu te dis, et c'est encore ce que dépeint ces épisodes de Shingeki no Kyojin, ça faut bien que vous le compreniez, c'est que ce sont les horreurs de la guerre, et qu'il n'y a pas de bon côté, effectivement. L'acte horrible qu'a fait Gabi, je pense pas qu'elle en ait fait 150 000 non plus, hein, elle a pas de titan, elle a pas écrasé des gens et tout ça. Mais l'acte horrible qu'a fait Gabi en tuant leur fille, en tuant sa grande sœur adoptive, Akaya, est pardonné. Parce qu'ils ont compris, eux. Ils ont l'intelligence de comprendre qu'elle était endoctrinée. Par Mar, c'est des nazis, Mar. Ouais, et non, que c'est la guerre. Et qu'il n'y a pas de bon côté. Et que les Eldiens tuent les gens sur Mar, même si c'est des Eldiens. Revelio, ce qui s'est passé à Revelio, ce qu'a fait Eren, c'est horrible. Il a ravagé le camp de Revelio, il a tué des civils, il a tué Udo, il a tué Sophie, les compagnons de Falco et de Gabi. Donc en fait, des deux côtés, en fait, il y a des horreurs. Mais des deux côtés, en fait, il y a des humains. Eren, il veut protéger ses amis, en fait. Tu vois, c'est louable de vouloir protéger ses amis, c'est même super humain, en fait. Mais quelque part, il y a un truc d'inhumanité à vouloir tuer tout le reste de l'humanité. Et bah là, de la même manière, il y avait un truc d'inhumain de vouloir tuer tous les démons de l'île du paradis, de la part des Eldiens qui étaient endoctrinés par Mar, pour protéger justement, eux, leur patrie et leurs semblables. Et là, ils sont assez intelligents pour comprendre ça. Tout le monde ne comprend pas ça, hein. On le voit dans les débats et tout ça. Et ils lui pardonnent. Parce qu'elle aussi, elle a ouvert les yeux. Elle a compris qu'il n'y avait pas des démons et des gens gentils. Que c'était pas ça le monde, en fait. C'est beau. Ouais, du coup, ça, ouais, c'est un beau moment, en fait, je trouve, qui est plein de psychologie, mais je trouve ça très beau. Un peu moins que ce qu'on a juste après, Frock qui pète littéralement un câble, tu l'as dit tout à l'heure, qui tire dans la main d'un gars qui veut pas se soumettre au Pro Jäger. Voilà, qui commence à expliquer qu'il est la voix interne d'Eren, dictateur, quoi. Ouais, il parle comme un prêtre, en fait. Ça m'a fait penser à des BGT à un moment donné, quand t'as Mutimochi qui se prétend être le représentant, tu vois, le prêtre. Ouais, c'est ça. Et là, t'as un peu pareil, en fait. Parce que le je mot suis la voix intérieure. Je sais plus quel mot il utilisait en japonais, mais en gros, quand il dit qu'il est le porte-parole, ouais, c'est ça. Le porte-parole. Porte-parole, c'est généralement le gars qui se dit représentant de Dieu, en fait. Moi, c'est un truc de ouf. Enfin bref, il est dans. De toute façon, lui, il va pas droit. Lui, il file pas droit. Je veux dire, c'est le gars. Ouais, j'étais au courant. Eren, je suis élu. Il m'a tout dit. Tout. C'est moi qui est tout. Tu te dis, oh là. Est-ce qu'il dit vrai ? Parce que moi, je sais pas qu'il dit vrai. Parce qu'il révèle ça comme ça, et c'est vrai qu'il semble avoir des informations. Mais du coup, c'est comme il pense que ça lui octroyait une légitimité pour régner sur les autres, tu vois, et pour soumettre tout le monde. Parce qu'il ne soumet pas finalement que le groupe de Yelena. On peut comprendre qu'il y ait cette distension et qu'ils veulent écarter un peu le groupe de Yelena qui suivait Zeke. Sachant que Eren ne suit pas Zeke, du coup, hein, ils sont opposés. Mais il est prêt à soumettre même les autres Eldiens, en fait, finalement, on le comprend. Et Onyakopon, qui lui avait un peu fait la paix et qui n'était plus vraiment un suiveur de Yelena, il est embarqué dans ça aussi, tu vois. Bon, en même temps, c'est soit ça, soit tu te prends une balle dans la tête. Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est que il pourrait être plus soft avec eux, tu vois. Il se montre. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant chez Frock, c'est que il montre un double visage. Il montre ce visage de dictateur et de tueur sanguinaire qui est prêt à faire sa loi, la loi qu'il impose par les armes, en fait, par le feu. Et il montre un autre visage quand il parle à Jean. C'est assez intéressant, où il lui dit, mais finalement,
c'est assez ignoble en fait, c'est parce que c'est insidieux. Il lui dit redeviens celui que tu étais, qui foutait rien, qui voulait pas se sacrifier, qui voulait rien branler et pas aller au front, et comme ça tu vivras une vie paisible, etc. En gros, il lui dit quoi? Soumets-toi, mon gars. Arrête de réfléchir, arrête de faire la bataille. T'inquiète, je suis là, je dirige. Je suis le représentant de Dieu, le Père sur terre. Vas-y, vis ta vie, mon gars. C'est bon, je te laisse, toi, je te pardonne, parce que t'es un grand héros eldien, quand même. On va pas déconner. Mais voilà, c'est pas de te mettre contre moi. Fais tes trucs. Ah, il est terrifiant, le personnage de Frock, en fait, parce qu'il est imprévisible. Il est calculateur, manipulateur, prêt à tout. Et je me suis posé la question s'il disait vrai, parce que... Est-ce qu'Eren aurait choisi un gars comme ça? Je sais pas. Sauf s'il savait que ce gars-là était vraiment prêt à tout pour lui, aveuglément. Je pense à Death Note. Je vais pas spoiler, mais tu sauras de quoi je parle. Ouais, effectivement. Trouver quelqu'un qui te suivra aveuglément, c'est plus facile en tout cas de contrôler quelqu'un qui va pas opposer de résistance à tout ce que tu dis. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que c'était pas son premier choix, mais il s'est dit, mais le gars... Je lui dis change mon slip, il change mon slip quoi. Lui, il est déter quoi. Tu vois, à un moment donné tu dis vas-y, allez vas-y je le prends. J'aime pas son caractère, mais lui je sais qu'au moins il me la mettra pas à l'envers. Et effectivement de toute façon jusqu'à ces moments-là, on en a la preuve qu'il est investi quoi. Il suit Eren. Et je crois qu'il est tout dur quand il pense à Eren. Le gars il est déterminé. Hein. Ouais, c'est assez surprenant hein, tout le retournement de situation avec ce qu'on avait quand on l'a découvert finalement au tout début Frock, et retournement de situation avec Connie aussi hein, qui embarque Falco et qui lui mange jusqu'au bout hein. Il dit qu'il l'emmène à l'hôpital après le réveil de Falco, lui il se souvient plus de grand chose, il se souvient pas s'être transformé véritablement en fait hein. Il se souvient de Gabi et de Cord qui tentaient de le sauver, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il va devenir quoi? Est-ce qu'il va rester naïvement convaincu que Connie veut le sauver, ou est-ce que la part de doute qu'il aimait peut-être en fin d'épisode va lui faire se dire faut que je me casse, faut que je fasse un truc, tu vois? Après, n'oublions pas qu'il est possesseur du mâchoire, et si même sa mère commençait à le saigner, on n'est pas à l'abri que ça n'engendre pas une transformation. Ouais, mais sa mère elle est retournée sur le dos si elle le gobe tout cru. Ouais, mais encore faut-il que, justement, elle est retournée sur le dos, ça veut dire qu'il faut que Connie attrape Falco de force, qu'il le mette au-dessus. Il y a une démarche. Il y a une démarche quand même. Je veux dire, c'est comme un oisillon. Là, il faut monter dans l'arbre, il faut qu'il ouvre le bec, il faut lui déposer la bouffe. Tu vois. Donc, il y a une démarche. C'est pas pareil que de le lâcher dans une forêt et le titan il te court après en mode sauvageon, là, comme on a déjà vu. Bon, là, c'est déjà un peu plus actif. Ouais. Et tiens, là, voilà. Vu que tu parles de forêt, on se retrouve avec Pic et Magat qui observent les dirigeables de Mar, hein, qui observent une retraite, hein, forcément, parce qu'il y a les titans colossaux qui vont aller piétiner leur continent. Donc, eux, je pense qu'ils vont aller faire retraite et tenter quelque chose. Et ils tombent nez à nez avec Hanzi et un gars qu'on croyait mort. Alors, j'ai jamais cru qu'il était mort. T'as jamais cru qu'il était mort? Jamais une seule fois j'ai cru qu'il était mort. Levi, le retour de Levi. On est content. Il est pas mort. Apparemment, oui. il a survécu apparemment de ce qu'elle dit ou de ce que ça dit en fin d'épisode en tout cas. Ouais, je pense que c'est exactement ce que j'avais dit quand à un moment donné elle fait non mais il est mort. En fait, elle avait dû détecter qu'il y avait un pouls peut-être très faible mais qui voilà. Bah fait mais non il est mort. De toute façon ses blessures, rappelez-vous. Il s'est pris une bombe, tous ses organes internes sont détruits et tout, puis elle s'est barrée dans la flotte. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, Hanzi, elle a su qu'il y avait une chance, peut-être infime, de sauver Levi, et elle a tout fait pour se faire. Et là, on le voit, il est bandé à mort, etc., machin, mais il n'est pas mort. Il se remet de graves blessures. Et du coup, moi, ça me fait naître une théorie. Je ne sais pas à quel point il est blessé, à quel point il nécessite qu'il y ait du repos. Mais là, la guerre, c'est maintenant. S'il a besoin de 2, 3, 4 semaines, 1 mois de repos, ce sera trop tard, frère. La seule solution qui serait viable pour qu'il puisse recouvrer là tout de suite ses forces, c'est qu'il gobe un primordial. Et là, je me suis dit, est-ce que Hanzi, elle n'est pas en train de préparer ça parce qu'il y a pic? Et je me suis dit, allez putain. Si son idée c'est d'aller faire en sorte que il y a peut-être des trucs à faire, tu vois. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais je me dis là si on a besoin de Levi, il revient et là il est pas capable de combattre, là il est en PLS un mois là. Je veux dire si c'est un humain normal,
excuse-moi, il va pas se relever, le gars, c'est pas Zoro de One Piece, tu vois. Donc il faut accélérer le mouvement. Là, ils sont tous partis. Là, les titans colossaux, ils sont tous partis en guerre. Allez, un jour, il y a plus rien. On n'a pas le temps d'attendre que Levi il fasse dodo. Hein. Si tu veux le faire revenir dans le game, soigne-le vite. Ouais, c'est compliqué. Bah écoutez, je vous propose de conclure cette première partie de vidéo ici. On se retrouve dans quelques... Je sais pas, peut-être demain pour la deuxième partie de la vidéo. Il y aura la bande son, l'animation, les changements et notre avis final sur l'épisode. Là, on vous a déjà pas mal donné nos avis sur cet épisode. Ouais. Mais on a couvert l'histoire qui était énorme et très longue. Du coup, on se retrouve très vite. Ne manquez surtout pas cette deuxième partie de vidéo. Ça sera sur la chaîne Léo et Max. Des bisous. Abonnez-vous. À la prochaine. À demain. Ciao.